Des vents violents balayaient le sud-est, d'énormes grêlons s'abattaient du ciel, et quelque part là-dehors, il se produisait quelque chose que même des observateurs expérimentés ne pouvaient pas expliquer. Une eau venue du nord s'accumulait, comme si elle se dressait contre toute logique naturelle. Un plan d'eau près de la mer morte prit soudain une teinte rouge profond, et puis, dans le Jourdain, il se produisit quelque chose qui réveilla d'anciennes questions. Des questions de signes, d'avertissement, et d'un sens qui pourrait dépasser tout ce que l'on perçoit à l'œil nu. Reste absolument jusqu'à la fin, car ce qui va suivre devient, étape par étape, de plus en plus difficile à ignorer. Et si ce genre de découverte mystérieuse et sombre te fascine, abonne-toi maintenant, car ceci n'est que le début. Au printemps dernier, l'eau s'est transformée en un rouge presque incompréhensible. Pas légèrement teinté, pas seulement une nuance, pas simplement une coloration inhabituelle près des rives. C'était un rouge dense, massif, presque irréel, qui s'étendait sur de longues distances. Sur des kilomètres, le fleuve semblait plongé dans quelque chose de sombre et d'inquiétant. Les analyses n'ont trouvé aucun produit chimique, aucune trace d'algues, aucun signe d'une cause biologique ordinaire, aucune explication simple permettant de clore l'affaire. Et pourtant, ce n'était que le début. Avant de parler de ce qui a été découvert ensuite, tu dois comprendre pourquoi ce fleuve attire autant d'attention. Le Jourdain n'est pas un simple cours d'eau en train de s'assécher. Il prend sa source sur les pentes de l'Hermont, traverse le lac de Tibériade et finit sa course dans la mer Morte. Sur son chemin, il traverse une région considérée par d'innombrables personnes comme l'une des plus chargées d'histoire et de spiritualité au monde. C'est ici, selon la tradition, que Josué fit traverser le peuple d'Israël après que les eaux se soient arrêtées et élevées en amont comme un mur, permettant aux hommes de passer à pied sec. C'est ici qu'Élie frappa le lot avec son manteau et que le fleuve s'ouvrit. C'est ici que Naaman se plongea dans l'eau et en ressortit guéri. C'est ici que Jean-Baptiste se tenait dans le fleuve et appelait tout un peuple à la repentance. Et c'est ici aussi que Jésus lui-même entra dans l'eau, fut baptisé, et lorsqu'il en sortit, le ciel s'ouvrit. Un esprit descendit sous forme de colombe, et une voix se fit entendre d'en haut. Peu de fleuves sur terre portant un tel poids de mémoire, de signification et de tradition. Et pourtant, ce même fleuve rétrécit aujourd'hui de plus en plus. Le niveau de l'eau a chuté de manière dramatique. Des lits fluviaux restés cachés pendant des millénaires apparaissent soudain, se fissurent, se dessèchent et se brisent sous le soleil. Les chercheurs avancent des raisons compréhensibles: changement climatique, agriculture intensive, période de sécheresse, intervention humaine dans les cours d'eau naturelle. Ce sont des explications pour la diminution de l'eau, mais elles n'expliquent pas ce que cette coco en recul révèle soudainement. Car lorsque le fleuve s'est retiré, la boue a commencé à livrer des histoires restées cachées pendant très longtemps. Au début, ce n'était que de petites choses, presque insignifiantes, des fragments de céramique brisés, dispersés le long des rives asséchées. Des morceaux qui, à première vue, semblaient sans importance, jusqu'à ce que des archéologues les ramassent et les examinent. Les datations ont montré que certains de ces fragments remontaient à l'âge du bronze, et d'autres étaient encore plus anciens. Peu après, des outils sont apparus. Des pierres à aiguiser, des lames de silex, des traces d'êtres humains ayant vécu ici bien avant. L'existence des écrits. Puis des structures ont émergé, de petits murs en pierre, clairement disposés, non formés au hasard, mais construits intentionnellement. Des lignes traversaient le sol, des formes indiquaient que quelque chose avait été bâti ici. Ce n'était pas une formation naturelle, c'était un lieu de vie, un village dissimulé sous les eaux du Jourdain pendant des millénaires, maintenant lentement révélé à mesure que le fleuve se retire. Les analyses ont indiqué un âge d'environ 8000 ans. Cela rendrait ce site plus ancien que les grandes pyramides d'Égypte, plus ancien que Stonehenge, et plus ancien que de nombreuses premières civilisations connues. Mais le plus étonnant n'était pas seulement son âge, c'était son emplacement. Car selon les traditions, c'est précisément à cet endroit que le passage aurait eu lieu, là où les eaux du Jourdain se seraient arrêtées, exactement ici où la terre sèche réapparaît aujourd'hui. En creusant plus profondément au-delà des céramiques et des murs, les archéologues ont découvert quelque chose qui dépassait tout ce qu'ils avaient trouvé jusque-là. Entre deux pierres, près de l'ancienne ligne d'eau, se trouvait un petit objet, lisse, dense, à peine plus grand qu'une main. Au départ, on pensa qu'il s'agissait d'un autre fragment, mais après nettoyage, il apparut qu'il s'agissait d'un sceau finement travaillé, couvert de gravures délicates. Ces gravures ressemblaient à une écriture, mais elles ne correspondaient à aucune langue connue, ni hébreu, ni araméen, ni grec, ni latin. Des experts de différents pays comparèrent les symboles
à des systèmes d'écriture anciens, à des alphabets et des signes connus, sans succès. Les symboles formaient un système cohérent, réfléchi, mais totalement étranger. Au centre du sceau se trouvait une représentation qui attira immédiatement l'attention. Une figure avec 6 ailes, debout, au-dessus d'un serpent enroulé. Les détails étaient étonnamment précis pour un objet si petit. Les ailes étaient clairement visibles, la posture de la figure semblait déterminée, presque triomphante. Sous ses pieds, le serpent était écrasé, vaincu. Certains y virent un écho de descriptions anciennes évoquant des êtres à 6 ailes. D'autres interprétèrent cela comme un symbole de victoire sur quelque chose de sombre. Quelle que soit sa signification, la précision de la gravure suggérait que son créateur savait exactement ce qu'il représentait. Les chercheurs ne parvinrent pas à s'accorder sur la nature de cet objet. Peut-être un symbole religieux, un signe d'appartenance à un groupe ou un objet lié à une fonction spécifique. Mais ils étaient tous d'accord sur un point, ce n'était pas une création aléatoire. C'était intentionnel, réfléchi, conçu avec un but précis. Et tandis que cet objet était extrait, de la boue du fleuve, une nouvelle question surgit. Si quelque chose comme cela avait été caché là, que pouvait-il encore rester sous la surface? Quelques kilomètres plus en aval, une équipe de géologues s'attendait à découvrir tout autre chose. Ils pensaient trouver des restes d'animaux, peut-être des os de bétail ou de faune sauvage morts lors d'anciennes inondations. Ce genre de découverte n'a rien d'inhabituel. Mais ce qu'ils trouvèrent à la place fit hésiter même les scientifiques les plus expérimentés. Les os qui émergeaient du sol étaient anormalement grands, denses, lourds, presque comme s'ils s'étaient transformés en pierre. En dégageant davantage, ils révélèrent une structure complète, une colonne vertébrale marquée par des excroissances prononcées sur toute sa longueur, des membres plus longs que prévu, positionnés selon des angles qui ne correspondaient à aucun animal connu. Le crâne était particulièrement troublant, des rangées de dents impossibles à identifier et des protubérances osseuses sur la tête qui n'étaient ni clairement des cornes ni un bois, mais quelque chose entre les deux. Lorsque le squelette fut entièrement mis au jour, il mesurait près de 4 mètres et demi. Le crâne à lui seul était plus grand que le torse d'un adulte. Il ne correspondait à aucune catégorie connue, ni dinosaure, ni mammifère, ni fossile documenté, ni variation d'une espèce existante. Mais ce qui intrigua encore davantage les chercheurs, ce fut la disposition des os. Ils n'étaient pas dispersés, comme on l'observerait dans un processus naturel de décomposition. Ils semblaient arrangés, comme si quelqu'un avait délibérément placé et enterré cette créature. Cela allait à l'encontre de toute découverte typique. Rien ne semblait accidentel, tout semblait intentionnel. Certains détails ne furent jamais rendus publics. Mais en interne, il fut noté que les os présentaient une caractéristique étrange. Ils étaient froids au toucher. Pas simplement frais comme on pourrait s'y attendre dans un sol humide, mais nettement plus froid que le matériau environnant. Et même après leur extraction, cette sensation persistait. Personne ne pouvait expliquer pourquoi. Les recherches continuèrent, mais tout ne fut pas documenté. Certaines choses disparaissent des rapports avant d'être publiées. Et parfois, des décisions sont prises pour ne pas poursuivre certaines découvertes. Alors que cette découverte était encore en cours d'analyse, un autre phénomène, impossible à ignorer, se produisit. Un matin, le Jourdain semblait normal, lent, légèrement trouble, avec ses teintes vertes et brunes habituelles. Mais au fil de la journée, tout changea. L'eau devint rouge, rouge profond, pas à certains endroits, pas seulement près des rives, mais sur de longues étendues. Le fleuve entier semblait avoir changé de couleur. Des témoins parlèrent d'un spectacle choquant, impossible à ignorer. Les premières hypothèses étaient évidentes. Pollution, accident chimique, quelque chose survenu en amont. Les autorités furent alertées, des échantillons prélevés, des laboratoires mobilisés, mais les résultats n'apportèrent aucune réponse. Aucun produit chimique, aucun polluant connu, aucune cause biologique identifiable. Certains tentèrent d'expliquer cela par des phénomènes naturels. Certaines algues peuvent colorer l'eau, certains minéraux peuvent altérer les teintes. Mais rien ne correspondait parfaitement à ce qui avait été observé. La rapidité du changement, l'intensité de la couleur, l'absence de résidus mesurables, tout cela restait inexplicable. Puis, les choses devinrent encore plus étranges. Des rapports similaires apparurent ailleurs dans le monde. Des plans d'eau dans différentes régions prenaient eux aussi une teinte rougeâtre. Aucun lien direct, aucune cause commune évidente. Les gens commencèrent à poser des questions. Était-ce une simple coïncidence, plusieurs événements indépendants, ou existait-il quelque chose de plus profond que l'on ne comprenait pas encore? Et c'est à ce moment-là, alors que l'incertitude grandissait,
que ceux qui connaissaient le mieux le fleuve prirent la parole. Les pêcheurs dont les familles travaillaient sur le Jourdain depuis des générations. Ils racontèrent ce qu'ils avaient vu à la tombée de la nuit. Le soir, lorsque la lumière faiblissait et que la surface de l'eau devenait plus calme, quelque chose se produisait. L'un d'eux décrivit comment l'eau s'était soudain mise à bouger, pas comme sous l'effet du vent, ni comme au passage d'un bateau. C'était une pression venant d'en dessous, une force qui poussait vers le haut. Des vagues circulaires se formaient, rapides, anormales, puis ils l'aperçurent. Une forme sous la surface, grande, allongée, en mouvement. Ce n'était pas un morceau de bois flottant, ni un animal ordinaire. Cela se déplaçait avec intention. Pendant un bref instant, quelque chose émergea de l'eau, une structure qui ressemblait à des écailles, serrée, réfléchissant la faible lumière. Et ensuite, selon plusieurs témoignages indépendants, des yeux, brillants, fixés directement sur le bateau. La réaction fut instinctive. Les moteurs démarrèrent, les filets furent abandonnés. Personne ne resta pour observer davantage. Ils s'enfuirent aussi vite qu'ils le purent. Plus tard, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu. Mais beaucoup ne les crurent pas. On parla d'exagération, de peur, d'histoires qui grandissent avec le temps. Mais les témoignages ne cessèrent pas. D'autres personnes présentes sur les rives signalèrent en sentant également des mouvements inhabituels dans l'eau, des ombres trop grandes pour être des poissons connus, des déplacements trop rapides pour correspondre à un crocodile. Des descriptions différentes, mais avec un point commun, quelque chose de grand se trouvait là. Certains parlaient d'une longueur équivalente à plusieurs voitures. D'autres croyaient avoir vu plusieurs membres. D'autres encore décrivaient des structures latérales se repliant lors de la plongée, presque comme des nageoires. Finalement, des équipes furent envoyées, équipées de technologies modernes. Sonar, caméras thermiques, capteurs de mouvement. Et en effet, les appareils détectèrent quelque chose. Un objet en mouvement, de taille significative, impossible à ignorer. Les mesures indiquaient une longueur bien supérieure à ce que l'on s'attendrait à trouver dans ce fleuve. Les signatures thermiques étaient également inhabituelles. Elles ne correspondaient pas à celles des animaux à sang-froid. Les données soulevaient plus de questions qu'elles n'apportaient de réponses. Et une partie des enregistrements fut conservée. Une autre disparut du débat public. Les autorités restèrent prudentes dans leurs déclarations. Certaines informations ne furent jamais diffusées, mais les récits continuèrent de se répandre. Et tandis que tout cela se produisait, certains se souvenaient d'anciennes descriptions, celles d'une créature décrite comme invincible, aux écailles semblables à une armure, à la présence difficile à cerner. Le lien restait incertain, mais une chose était sûre, quelque chose se trouvait dans l'eau, et cela ne se laissait pas facilement expliquer. Et tandis que l'attention restait fixée sur ces observations, d'autres indices commencèrent à émerger. Depuis des années déjà, certains plongeurs affirmaient que, dans les zones les plus profondes du fleuve, il pourrait exister des structures qui ne semblaient pas naturelles. Longtemps, ces affirmations furent ignorées. Mais avec la baisse du niveau de l'eau, tout changea. Pour la première fois, ce qui se trouvait sous la surface devint visible. Ce qui apparut alors n'était pas simplement un ensemble de pierres dispersées ou de vestiges isolés. Cela semblait cohérent, organisé, structuré. Des lignes nettes se dessinaient dans le sol, clairement non naturelles. Des murs, des fondations, des passages qui traversaient toute la zone mise à nu. Cela ressemblait à une ville, pas seulement des fragments, mais un système entier. Certaines zones évoquaient des habitations. D'autres, plus vastes, semblaient destinées à des usages collectifs. Entre elles, des passages étroits rappelaient des rues. Tout donnait l'impression d'un plan réfléchi, d'une compréhension avancée de la construction. Les datations confirmèrent une fois encore un âge extrêmement ancien, près de 8000 ans. Mais l'état des structures racontait une autre histoire. De nombreux murs s'étaient effondrés vers l'intérieur, comme si une force soudaine les avait écrasés. Certains bâtiments semblaient comprimés, comme s'ils s'étaient écroulés en un seul instant. Dans toute la zone, des indices montraient l'effet d'une chaleur extrême. De la céramique partiellement fondue, des surfaces de pierre noircies, altérées, et en même temps, les dépôts révélaient des traces de mouvement d'eau, comme si une inondation avait balayé l'ensemble. C'était comme si deux forces avaient agi simultanément, la chaleur et l'eau, une destruction venue de deux directions, réunies dans un seul événement. Cette ville ne semblait pas avoir été abandonnée progressivement, elle donnait l'impression d'avoir été frappée soudainement, puis anéantie. Alors que cette découverte était encore en cours d'analyse, certains se rappelèrent d'anciens récits évoquant des destructions soudaines, des événements qui surviennent sans avertissement et transforment tout. Mais avant même que toutes ces découvertes ne soient pleinement étudiées, des témoignages apparurent concernant quelque chose que beaucoup considéraient comme le véritable point de départ. Avant les fragments de céramique, avant le seau, avant toute recherche intentionnelle, des habitants proches du fleuve avaient entendu quelque chose, un son. Au début, faible, à peine perceptible, une vibration profonde, semblant venir du sol.
Ce n'était pas un bruit venu du ciel, ni du tonnerre, ni du vent. C'était un son qui semblait traverser la terre, l'eau et la pierre en même temps. Les pêcheurs travaillant de nuit le décrivaient différemment. Certains parlaient d'un gémissement, long, grave. D'autres le comparaient à un corps lointain, un son prolongé qui s'intensifiait lentement. Il apparaissait régulièrement, souvent sous un ciel clair, sans cause visible. La nouvelle se répandit rapidement. Des gens se rassemblèrent sur les rives, écoutèrent, enregistrèrent les sons avec leur téléphone. Les enregistrements circulèrent, furent partagés, débattus, remis en question. Finalement, des spécialistes arrivèrent sur place. Ils apportèrent des instruments capables de détecter presque toute activité souterraine. Des capteurs sismiques, des dispositifs d'analyse du sol, des systèmes d'étude des ondes sonores, tout fut testé, tout fut vérifié, mais les résultats restèrent étranges. Aucune trace claire de séisme, aucun mouvement des plaques tectoniques, aucun flux souterrain pouvant expliquer ce phénomène. Les instruments ne donnaient aucune donnée concluante, alors que, pour de nombreuses personnes, le son était clairement audible. Un géologue expérimenté aurait déclaré plus tard qu'au cours de toute sa carrière, il n'avait jamais rencontré un phénomène où les instruments expliquaient si peu, alors que les témoignages humains étaient si nets. Et le son ne resta pas constant. Il devint plus fort, plus fréquent, plus présent. Certains commencèrent à y voir autre chose qu'un simple phénomène naturel inexpliqué. D'autres continuèrent à chercher des explications rationnelles. Mais un fait demeurait, quelque chose était audible, et personne ne pouvait dire avec certitude d'où cela venait. Si l'on observe maintenant l'ensemble de ces événements, un tableau se dessine, un tableau qui soulève des questions. Plusieurs découvertes, le long du même fleuve, en peu de temps, semblant liées entre elles. Placées côte à côte, elles forment un schéma difficile à ignorer. Du nord au sud du Jourdain, ces phénomènes apparaissent presque comme alignés. Non pas de manière chaotique, mais à intervalles qui donnent l'impression d'un ordre. Le fleuve lui-même a toujours été plus qu'une simple frontière géographique. Pour beaucoup, il représentait un passage, une transition. Ici, le désert se terminait et quelque chose de nouveau commençait. Ce n'était pas seulement un fleuve que l'on traversait, mais une limite. Et c'est précisément dans ce type de lieu que, selon de nombreuses traditions, se produisent les événements qui marquent des tournants. Aujourd'hui, cette frontière semble à nouveau changer. L'eau se retire, et ce qui était caché devient visible. Une ancienne colonie, plus vieille que tout ce que l'on attendait. Un objet portant des symboles inconnus. Les restes d'une créature impossible à classer. Une eau qui change de couleur sans explication. Des témoignages d'un être vivant dans le fleuve. Une ville engloutie marquée par une destruction soudaine. Et des sons venant des profondeurs que personne ne peut expliquer clairement. Chaque élément pris séparément pourrait peut-être être expliqué. Peut-être existe-t-il des causes rationnelles pour certains d'entre eux. Mais lorsqu'ils apparaissent tous en même temps, au même endroit, dans un enchaînement aussi serré, il devient plus difficile de parler de simples coïncidences. Que signifie réellement tout cela? S'agit-il simplement d'une série de phénomènes naturels inhabituels, survenus par hasard au même moment? Ou existe-t-il un lien que l'on ne comprend pas encore? Certains diront que tout a une explication, même si elle n'a pas encore été trouvée. D'autres penseront que tout ne peut pas être immédiatement mesuré ou classé. Entre ces deux visions, un espace se forme, un espace rempli de questions. Et c'est précisément dans cet espace que se trouve aujourd'hui le Jourdain. Un fleuve qui, pendant des millénaires, a joué un rôle particulier et qui révèle soudain des choses qui attirent l'attention, des choses qui suscitent le débat, des choses que certains interprètent comme des signes, d'autres comme des coïncidences et d'autres encore comme des mystères non résolus. Peut-être que la question la plus importante n'est pas seulement ce qui a été découvert, mais quand cela a été découvert. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans cet ordre? Pourquoi précisément ici? Ces questions restent ouvertes. Mais une chose est certaine, le fleuve continue de changer, l'eau continue de reculer, et à chaque nouvelle portion de terre révélée, la possibilité grandit que d'autres choses émergent. Si tu veux suivre ces histoires et découvrir ce qui apparaîtra ensuite, reste attentif. Car si le Jourdain est réellement en train de révéler ses secrets, alors nous n'en avons peut-être vu que le début.